bonsoir à toutes et à tous. Oh oui, merci, merci. Merci à vous. Alors, j'ai entendu dire que les ateliers s'étaient très bien passés. Tout le monde avait l'air très content. Écoutez, on va essayer de faire en sorte que ça continue ce soir. Bienvenue à toutes et à tous dans ce cadre magnifique du Palais Brongniart, un lieu emblématique, chargé d'histoire, construit, vous le savez évidemment, sous la pulsion de Napoléon Bonaparte. Ces murs qui ont été, pendant un siècle et demi, le cœur battant de toutes les activités boursières en France, jusqu'en 98. Et puis aujourd'hui, le cœur bat toujours, puisque c'est un lieu qui accueille la fine fleur des événements autour de l'innovation. Je m'appelle Gaëlle Copienne, je suis ravie d'être avec vous ce soir et de vous accompagner, de partager ce moment avec vous, le Sens Summit, un grand moment d'innovation et j'ose le dire, un moment transformationnel, vous en jugerez vous-même. Quelques images à découvrir tout de suite et on se retrouve tout de suite après. Tout commence par la confiance. Elle donne l'élan, transforme une idée en succès. Dans un monde qui accélère, les données sont devenues le moteur de la performance. Vous avez besoin d'innover, de développer, de réinventer vos modèles, votre organisation, tout en protégeant votre patrimoine stratégique et sensible et celui de vos clients. Né de l'alliance unique entre deux leaders mondiaux du cloud et de la cybersécurité, hébergé et opéré en France par nos experts, Sens, le premier hyperscaler européen, accompagne et protège vos transformations sans compromis et en toute confiance. Sens, la référence de confiance dès aujourd'hui et pour demain. Alors on est ensemble jusqu'à environ 20h45, ce sera la fin de cette keynote, évidemment ce sera suivi d'un cocktail dînatoire. Au menu très riche de cette soirée, de la prise de hauteur sur les grands enjeux de la sécurité des données, c'est plus que jamais vital et si vous êtes avec nous, j'imagine que vous en êtes déjà convaincus. Il y aura aussi des focus sur la technologie et sur toutes les possibilités qui s'offrent à vous et à votre business. On terminera par des retours d'expérience très concrets avec des clients qui ont bien voulu nous faire l'honneur de venir témoigner de leur expérience. Tout de suite, je laisse la parole à notre hôte. Je vous demande d'accueillir chaleureusement le directeur général de Sens, Cyprien Falk. Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir ce soir pour cette 3e édition du Sens Summit. Mais plus qu'une 3e édition, je dirais plutôt que c'est une première. Parce qu'après 3 ans d'attente, le cloud de confiance est enfin disponible. Ça y est, nous y sommes. C'est le fruit de 3 ans de travail assidu au quotidien pour vous fournir le meilleur de la technologie cloud dans un cadre de confiance. Et tout ça dans le timing annoncé initialement il y a plus de 2 ans. Je voudrais donc ce soir commencer par féliciter, remercier l'ensemble des équipes de Sens et de Thales qui ont œuvré sur ce projet ces 3 dernières années. Je voudrais également saluer notre partenaire Google Cloud qui a entrepris un programme gigantesque, et je pèse mes mots, pour prendre toute la technologie cloud développée depuis plus de 20 ans par des milliers, des dizaines de milliers d'ingénieurs et non seulement l'isoler, mais l'adapter, changer le modèle opérationnel pour être compatible avec la qualification Secnum Cloud particulièrement exigeante. Alors quand je vous dis que c'est un programme gigantesque, c'est l'un des programmes transverses les plus ambitieux de Google Cloud et même de Google au global, et transverse parce qu'il recouvre l'ensemble de la couche technologique Google Cloud. 2025 marque donc un changement de dimension et on a voulu voir les choses en grand ce soir en vous accueillant dans ce magnifique et historique Palais Brongniart. Je suis ravi de voir que vous avez répondu présent, que la salle est comble. J'ai même une pensée pour les personnes qui nous suivent de l'extérieur. Je vous remercie tous, clients, utilisateurs, développeurs, pour votre présence. Et c'est un signe concret, fort, de l'engouement croissant pour le sujet de la souveraineté numérique. Je voudrais enfin remercier nos sponsors, les sponsors de l'événement que vous voyez derrière moi, qui s'affichent, qui vont s'afficher.
Il y en a plus d'une vingtaine, à la fois des éditeurs logiciels, des partenaires intégrateurs, de différentes nationalités. Et là encore, cette mobilisation sans précédent est un signe très concret de l'intérêt croissant du sujet ces derniers mois, ces dernières semaines. Alors, on avait choisi la date du 29 avril pour cet événement il y a longtemps déjà par rapport à notre propre calendrier, notre avancement. Il se trouve que ça tombe à point nommé par rapport à l'actualité, puisque ces dernières semaines, ces derniers mois, nous ont rappelé avec force l'importance, le caractère essentiel même de la souveraineté numérique. Alors, pour Sens et pour Thales, c'est une évidence depuis plusieurs années déjà, puisque c'est ce qui a fondé, c'est ce qui a amené à se lancer dans ce projet dès 2020. Ça conforte donc le choix qui a été fait dès 2020, et ça renforce également notre conviction d'avoir aujourd'hui la bonne offre, la bonne proposition de valeur pour répondre aux attentes du marché. Plus largement, sur le marché, on remarque un intérêt croissant de la part des clients, des partenaires, des régulateurs, à la fois en France et même plus largement en Europe. Et même s'il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions claires, on voit que les lignes bougent dans d'autres pays européens, ce qui laisse des perspectives de convergence sur les sujets de souveraineté numérique au niveau européen, et en particulier la certification EUCS. Ça laisse des perspectives bien différentes de celles qu'on pouvait encore envisager il y a quelques mois. Et enfin, pour Sens, c'est bien sûr une opportunité d'adresser des besoins au-delà de la France, ce qui est possible dès maintenant opérationnellement. Sens et confiance. Deux mots que vous avez probablement entendus déjà quelques fois cet après-midi et que vous entendrez encore plusieurs fois ce soir, je pense. Alors, figurez-vous qu'en neurosciences, les deux ingrédients principaux pour faire passer quelqu'un à l'action sont précisément le sens et la confiance. Alors, je vous promets qu'on ne le savait pas quand on a choisi notre nom il y a 3 ans, mais ça tombe bien ce soir parce que notre objectif, c'est justement de vous convaincre de passer à l'action dès maintenant si vous voulez pouvoir bénéficier des bénéfices du cloud de confiance d'ici la fin de l'année, voire même début 2026. Concernant la valeur ajoutée du cloud, certains considèrent peut-être encore que le principal bénéfice, c'est d'économiser 20-30% sur des coûts d'infrastructure IT. Ça, c'est ce que permettent des offres d'hébergement, des hébergeurs. Parfois, on parle de services IaaS. Mais ce que permet aujourd'hui le meilleur de la technologie cloud, et donc ce qu'offre Sens, ce que permet cette technologie-là à travers un catalogue de services managés extrêmement riche, à travers une capacité de traitement, une scalabilité quasi infinie, à travers une rapidité de traitement également, et à travers une cybersécurité renforcée, point qui est selon moi pas assez mis en avant. Ce que permet cette technologie-là, c'est littéralement de transformer votre activité, de transformer votre métier. Alors, 3 exemples rapides pour vous en convaincre. Premièrement, Walmart, géant de la distribution, qui a réduit de 500 millions de dollars par an le gaspillage alimentaire en ingérant l'ensemble de ses données de points de vente et de supply chain dans l'outil BigQuery, outil qui est déjà disponible sur Sens aujourd'hui. 500 millions de dollars par an. Deuxième exemple, ASML, qui est le plus grand fabricant mondial de machines pour l'industrie des semi-conducteurs. ASML a automatisé tout un processus de test de ses mises à jour logicielles en utilisant une dizaine de services managés différents, ce qui a permis de passer de plus d'une journée pour faire ces tests à moins d'1 heure. Et ce que j'aime bien dans cet exemple-là, c'est que certes, il y a le gain de productivité évident, mais selon ASML même, le gain principal, c'est d'avoir permis un changement culturel majeur dans son ingénierie, en permettant aux ingénieurs d'avoir un retour direct sur leur développement, et en augmentant significativement à la fois leur responsabilisation et leur satisfaction au travail. Troisième exemple, dans une industrie et un sujet différent, Commerzbank a également automatisé tout un ensemble de tests, d'identification, d'analyse et de correction de mise à jour de sécurité, ce qui a permis de passer de corrections qui prenaient parfois plusieurs semaines, plusieurs mois manuellement, à quelques millisecondes. Et là encore, il y a certes un gain de productivité, mais il y a également et surtout un gain sur la cybersécurité. Donc voilà 3 exemples, vous en aurez bien d'autres ce soir. Ça, c'est ce qui est déjà possible aujourd'hui sur du cloud public.
Ce qui manquait jusqu'à présent, c'était d'avoir un acteur européen capable de l'offrir. Eh bien, ça y est, depuis le début de l'année, Sens est le premier hyperscaler européen. Rendez-vous compte, vous avez maintenant la capacité d'utiliser toute cette technologie-là pour vos données et vos applications sensibles. Alors, vous aurez remarqué que jusqu'à présent, je n'ai pas du tout évoqué le modèle opérationnel et comment ça fonctionne. Pour la simple et bonne raison que tout ce modèle-là, qui va permettre de garantir la protection de vos données, est quelque chose qu'on a pensé dès le début ensemble avec Google pour que ce soit complètement, je dirais, transparent pour vous d'un point de vue expérience utilisateur, que ce soit caché et qu'on ait exactement la même expérience que sur Google Cloud public. Et vous verrez le détail après, je ne rentre pas dans les détails maintenant, mais très concrètement, là où c'est extrêmement ambitieux, c'est que ça revient à complètement changer le modèle, le paradigme d'opération, puisque Google Cloud devient, je dirais, simple fournisseur de technologie, et que Sens reçoit ces mises à jour, les vérifie, les analyse, et opère toute la couche, à la fois hardware et software. À ce stade, sans doute êtes-vous convaincus de la valeur ajoutée de Sens, en tout cas je l'espère. Mais certains se disent peut-être, attendons la qualification. Alors si je peux me permettre un conseil avisé, au contraire, c'est maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il faut généralement 9 mois entre le moment où quelqu'un considère l'adoption de Sens et le moment où il en tire vraiment les bénéfices. Parce qu'il faut commencer par clarifier votre stratégie cloud, clarifier les aspects financiers, souvent un business case. Il y a également des aspects contractuels, juridiques. Il y a souvent également des aspects de sécurité et de conformité interne. Il faut ensuite développer toutes les fondations, on parle des landing zones, avant de pouvoir vraiment développer des applications. Et en parallèle de tout ça, il faut former l'ensemble des développeurs des organisations. Eh bien tout ça, c'est possible dès maintenant. Depuis le début de l'année, depuis janvier, le cloud de confiance est disponible en preview et une quinzaine de clients, une quinzaine d'organisations l'utilisent déjà, justement dans cette optique d'anticiper l'arrivée du cloud de confiance. Donc si vous voulez pouvoir bénéficier des bénéfices du cloud de confiance d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, c'est dès maintenant qu'il faut l'anticiper. Je vous laisse à présent plonger dans les détails du cloud de confiance, les témoignages, les preuves qui, j'espère, vous convaincront de rejoindre cette formidable aventure, l'aventure du sens et de la confiance. Merci à tous. Merci beaucoup Cyprien. Alors on l'a bien compris, les enjeux sont de taille, des enjeux dont s'emparent largement les pouvoirs publics français. Pour témoigner de l'importance du moment que nous sommes en train de vivre, la directrice interministérielle du numérique, la DINUM, nous a fait l'honneur de sa présence ici ce soir. Merci d'accueillir Madame Stéphanie Cher. Bonsoir à tous. Un grand merci pour l'invitation. Partager avec vous ce soir quelques éléments qui fondent la stratégie numérique de l'État et qui se retrouvent dans les mots qui ont été dits précédemment de souveraineté, de confiance et également d'outils à la pointe pour l'ensemble des clients. Et l'État, c'est un client un peu particulier, mais avec une surface assez conséquente. Donc, il s'avère qu'il y a à peu près 2 ans, c'était en mars 2023, nous avons mis à jour la stratégie numérique de l'État. Et sans vous en faire un exposé exhaustif ce soir, je reviendrai sur ce qui en fait le fondement. C'est rendre l'État plus efficace, plus simple et plus souverain grâce au numérique. Donc ça, on l'écrivait en 2023, avec déjà 2 priorités au cœur de ce qui fonde l'ensemble des discussions de ce soir. La première chose, c'est d'engager une mutation profonde au sein de l'État, la façon dont on conduit les projets numériques, en allant vers plus d'agilité. On sait combien le cloud permet cette transformation et intimement lié à cette transformation, avec des projets plus courts, plus agiles en mode produit. C'est une mutation qui est initiée maintenant depuis 2 ans.
et qui passe par un renforcement aussi significatif des compétences au sein de l'État. C'est une des priorités. Et la deuxième priorité, on l'avait écrit noir sur blanc, vous pouvez retrouver dans les documents sur le site d'Aldium, la souveraineté numérique. Aujourd'hui, le numérique, c'est le quotidien de l'action de l'État. Plus aucune politique publique ne peut intervenir sans s'appuyer à un moment ou à un autre sur des outils numériques, et c'est ce qui fonde la continuité de l'action de l'État, de l'action publique. Donc c'est devenu primordial, et donc il faut le maîtriser, d'où cette importance portée à la souveraineté de l'État. Donc dans mon propos ce soir, je l'articulerai sur 2 points. D'abord la souveraineté, ce qu'on entend par souveraineté numérique, qui est un terme qui a repris de la vigueur ces derniers mois, mais qu'on avait déconstruit à l'ADINUM dans la stratégie numérique de l'État pour bien réaliser ce que ça représente. Et ensuite, venir sur le cloud, la politique mise en œuvre au sein de l'État pour encourager les administrations à basculer sur le cloud, ce qu'on en retire, et en faisant un focus, bien sûr, sur le cloud de confiance. Donc, pour commencer, quelques mots sur ce qui nous réunit ce soir, la recherche de solutions efficaces pour la souveraineté numérique. Le contexte géopolitique a été rappelé, nous incite en effet à trouver des solutions et atteindre ce niveau d'autonomie stratégique qu'on cherche à atteindre en France pour les entreprises qui peuvent avoir des données sensibles, bien évidemment au sein de l'État, mais plus globalement, c'est un sujet qu'on partage avec nos homologues européens. En fait, quand on l'a déconstruit, on a estimé que pour l'État, il y avait déjà une ligne rouge, c'était l'immunité au droit extraterritorial européen. Ça, vous le savez, hein, c'est défendu, c'est prévu dans le SecNum Cloud, on le défend au niveau de UCS. Faire en sorte qu'on arrive à protéger nos données sensibles, mais aussi l'accessibilité, la disponibilité de ces services contre toute ingérence étrangère, c'est vraiment une ligne rouge. Mais ensuite, c'est une condition nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. Pour avoir cette maîtrise, il faut aussi, pour l'État, être en capacité de substituer tout élément, ne pas être dépendant d'une technologie, d'un acteur qui aurait une sorte de monopole, et être en capacité à chaque fois de choisir, de garder la maîtrise du système d'information. C'est d'ailleurs ce que nous demande la loi, hein, puisque l'article 16 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique parle de cette nécessité de maîtriser, de pérenniser le SI de l'État, et donc on en revient à cette question de maîtrise. Alors après, bon, on le pose, cette définition, et on comprend bien que pour faire ça, il faut des alternatives technologiques, et on se réjouit toujours. Nouveaux acteurs apportent des solutions dans cette diversité. Il faut aussi des compétences pour savoir travailler en partenariat et pouvoir aller jusqu'à opérer soi-même, connaître les métiers qu'on souhaite déléguer à d'autres. D'autres exemples, c'est le cloud. L'État a besoin de cloud, et j'y reviendrai. Là aussi, on a une stratégie qui vise à avoir confiance dans le cloud avec ce label SecNum mis en place par l'ANSSI. Dès l'instant, on parle de données sensibles, mais aussi, pour certains usages, être en capacité d'opérer nous-mêmes des couches de cloud avec de cloud interne au sein de l'État, l'un opéré par le ministère de l'Intérieur et l'autre par Nubo. Toujours cette diversité, cette capacité de passer de l'un à l'autre. Plus récemment, sur l'intelligence artificielle, dès l'émergence, il y a maintenant presque 2 ans, de ces large language models sortis des laboratoires et utilisables par tout un chacun, on a vu l'enjeu que de pouvoir les utiliser au sein de l'État, mais pareil, dans cette bulle de souveraineté, une capacité de gérer les données qu'on irait y injecter lors d'inférences. C'est la création d'Albert. Albert qui a pris toute sa dimension avec une API, en fait, Albert API, qui permet d'aller chercher des modèles LLM libres qui sont aujourd'hui hébergés et qui tournent dans du SecNum Cloud, permettant ainsi à l'État d'utiliser l'IA, donc d'accéder à de la performance, de l'efficacité pour ses agents publics, tout en protégeant complètement les données qui pourraient être injectées, sensibles, données des citoyens, des entreprises ou autres, suivant les métiers. C'est ensemble, je pense, que nous réussissons à relever tous ces défis de la souveraineté et à être à la hauteur en termes de niveau de performance, parce que souverain ne peut jamais dire moins bien. Les outils souverains seront adoptés par leurs utilisateurs, et en particulier les agents publics, les administrations, si on est à un niveau d'excellence au même niveau que des outils qui sont moins souverains, et si ce n'est plus. Donc maintenant, quelques mots sur les questions de cloud computing.
La question du cloud a constitué pour l'État depuis maintenant plusieurs années, avec une stratégie mise en place en 2021, remise à jour en 2023, un axe important de souveraineté, mais aussi de performance, d'agilité, parce que cette doctrine cloud mise en place en 2021, on l'a fait dans un effort de transformation du numérique de l'État, transformation de l'administration, tout en respectant ces critères de souveraineté qui nous sont chers, et en coordination avec l'effort collectif de l'écosystème cloud, puisque on a vu dans cette stratégie qui s'est mise en place petit à petit qu'on est dans une question aussi de l'offre et de la demande. Et parce qu'on a clarifié ce qu'attendait l'État, ça a permis à l'offre française aujourd'hui d'être bien présente. Quelques chiffres par rapport à ça. On est aujourd'hui à 140 millions d'investissements sur les solutions cloud, alors depuis qu'on a lancé le cloud au sein de l'État. Le chiffre reste encore modeste, mais comme j'ai pu le dire aussi il y a peu à une soirée sur la souveraineté organisée par le ministère de l'économie, c'est le chiffre de croissance qui est intéressant, puisqu'on est sur un chiffre de croissance de 50%. Donc ça montre qu'après plusieurs années où il a fallu former, comme l'a dit Cyprien tout à l'heure, les équipes à ce nouveau mode de développement, la maturité commence à être présente au sein de l'État d'utiliser le cloud, notre doctrine d'ailleurs, mais le cloud first pour les nouveaux projets informatiques. Donc la dynamique est là. L'autre chiffre qui est intéressant, c'est que 65% de cette dépense cloud est aujourd'hui captée par des acteurs français. Donc ça veut dire qu'on a réussi aussi ce pari de pousser une offre française qui arrive à trouver sa place dans l'ensemble de cet écosystème de l'État. Les avantages du cloud pour l'État, c'est ceux qui ont été rappelés tout à l'heure. Réduire les coûts d'exploitation, les enjeux de cybersécurité, d'arriver aussi à accéder aux technologies d'intelligence artificielle, parce que souvent, c'est plutôt en cloud qu'on a envie de mutualiser les cartes graphiques, l'accès à toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir aujourd'hui d'efficacité grâce à l'intelligence artificielle. On y voit aussi un enjeu de sobriété énergétique, parce que souvent, ce sont des infrastructures au sein desquelles on a optimisé la consommation, la mutualisation des ressources. Donc on pense qu'il y a aussi un enjeu cher à l'État d'exemplarité en termes de transition écologique. On sait qu'avec l'empreinte du numérique, on est sur une croissance de cette empreinte environnementale. Donc il faut aussi savoir faire les choix qui amènent à la réduire. Des services plus agiles, je l'ai dit, c'est dans les priorités de la stratégie numérique d'État, plus d'agilité. Le cloud offre cette grande facilité de commencer petit, puis de croître. Et au sein de l'État, tout de suite, on est souvent sur des chiffres assez larges. L'ensemble des agents publics, c'est 2,5 millions d'agents. L'ensemble des Français, on est à plus de 40 millions. Donc on voit tout de suite l'intérêt également de passer sur ce type d'infrastructure pour passer à l'échelle. Le panorama du cloud en termes juridiques, il s'est encore renforcé il y a peu. La loi SREN, cet été, dans son article 31, fixe l'obligation de recourir à du cloud de confiance dès lors que les données sont sensibles. On vient ainsi mettre au niveau de la loi une doctrine qui était déjà crantée au niveau d'une circulaire. Et pour l'État, ce qui est important, c'est que pour mettre en application cette loi ou la circulaire, c'est qu'il y ait une diversité. Je l'ai rappelé tout à l'heure, pour la souveraineté, on ne peut pas être pieds-mains liés avec un seul acteur et on souhaite pouvoir avoir des possibilités avec la réversibilité qui est essentielle dès l'instant où on fait le choix de sortir ces données de ces data centers pour les mettre chez d'autres. Être dans cette zone de confiance qui est le numérique de l'État avec un projet qui est en cours d'appariement du réseau interministériel de l'État et de sa zone de confiance avec les Technum Cloud. On va jusqu'au bout de notre stratégie de zone de confiance pour l'État. Donc l'arrivée de nouvelles offres comme celle de Sens, mais d'autres qui sont en cours de qualification, comme Scaleway ou Bleu, venons compléter une offre déjà existante d'OVH, d'Outscale, de Worldline, de Cloud Temple, pour citer tous ceux qui sont à la fois répertoriés par l'ANSSI ou qui sont dans la qualification, dans le processus de qualification. C'est un écosystème riche dont je pense on peut se féliciter parce que ça permet d'avoir ces alternatives, de s'adapter aussi aux besoins, puisque tous les projets numériques n'ont pas les mêmes besoins. Donc j'en suis convaincue, c'est ensemble que nous réussirons à relever tous ces défis de la souveraineté numérique qui sont tant présents aujourd'hui avec le contexte que nous connaissons, arriver à atteindre cette autonomie stratégique pour nos systèmes d'information
en intégrant concrètement dans les services numériques toutes les briques et ressources qui peuvent être mises à disposition, mais construites en commun dès lors qu'il s'agit de communs numériques. Les communs numériques et l'open source sont des vecteurs majeurs pour relever ces défis, j'en suis convaincue. Et pour organiser sous un tour nouveau cette collaboration, en alliant facilement les ressources des secteurs publics et privés et en dépassant les frontières, je vous invite à nouveau, pour tous ceux qui le souhaitent, à rejoindre les Hack Days. Ce sera un environnement aussi international avec des étudiants, des acteurs du secteur privé, des agents publics. Un grand merci pour l'invitation encore pour m'exprimer ce soir sur ces sujets qui nous tiennent tant à cœur. Merci de votre attention. Merci Madame. Alors, on continue à prendre de la hauteur, à explorer ces grands enjeux de la souveraineté numérique pour la France et pour l'Europe. On a la chance d'avoir avec nous ce soir, en qualité de grand témoin, l'expert numérique incontournable, on peut le dire. Il est coprésident du Conseil national du numérique depuis 2021. Il est aussi auteur de plusieurs ouvrages. J'appelle tout de suite Monsieur Gilles Babinet. Ça va, Gilles? Plutôt pas mal. Bon, j'ai une première question un peu générale. Je voulais savoir quel regard vous portez sur le marché du cloud actuellement, qui est évidemment en pleine transformation constamment. Oui, la grande transformation, c'est l'IA. Je pense que la très grande surprise qu'on a, c'est l'explosion des besoins en termes de cloud. On l'a vu d'ailleurs à l'occasion du sommet sur l'IA en France, où on a eu une annonce de 109 milliards d'investissements. C'est quand même des montants qui sont importants. 109 milliards, c'est 4 points de PIB de ce pays. Il semblerait que ce soit des vrais milliards, pour ceux qui en doutent, parce que souvent on me dit oui, mais c'est des effets d'annonce, etc. Mais pour avoir parlé un peu avec les protagonistes, c'est des vrais projets. Et de ça, 80% c'est du data center. Alors, les mauvais esprits, qui sont nombreux, vont dire qu'il y a une partie de cet argent qui repart finalement aux États-Unis, en Nvidia et d'autres, mais c'est quand même, ça participe à l'émergence de, à mon avis, ce qui est le plus important ici. Stéphanie en a parlé notamment, c'est les facteurs d'écosystème. Donc, la grande transformation, c'est ça, avec évidemment des préoccupations énergétiques qui sont importantes. J'étais ce matin sur une conférence sur ce sujet. Et puis, au-delà de ça, je pense que si on fait un peu fi de cet enjeu, il y a quand même aujourd'hui une maturité auprès des DSI dans la compréhension de ce qu'apporte le cloud. Donc Stéphanie l'a également dit, d'ailleurs, c'est cette notion de scalabilité. On peut partir tout petit, on peut aller très haut. Et il y a aussi d'autres aspects, comme par exemple le fait d'avoir des architectures qu'on comprend, d'avoir une cybersécurité qui est très homogénéisée. Voilà, donc dans le monde actuel, je pense que c'est très difficile de justifier des architectures dans lesquelles il n'y a pas de cloud. Et je pense que ce paradigme nouveau, il devient très standardisé. Alors, on a bien compris, on va le comprendre encore fortement ce soir, que le cloud était véritablement transformationnel. Que pensez-vous, Gilles, de cet adage « pas d'IA de confiance en cloud de confiance » Évidemment, la question est un peu orientée quand même. Oui, je vois que la question est vaguement orientée, mais on va quand même essayer d'y répondre de façon candide. Mais de toute façon, ça revient à ce sujet que l'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire de cette notion d'avoir une compréhension de ces architectures. Sur l'IA, c'est encore plus particulier parce que la confiance se situe à plusieurs niveaux. D'abord, vous avez confiance cyber à établir, c'est-à-dire créer une architecture qui soit sécurisée, etc. Mais vous pouvez avoir des prompt injection, par exemple, qui sont vraiment un enjeu extrêmement problématique. Alors, on sait le traiter, mais ça veut dire qu'il faut qu'on sache à qui on a affaire. Si vous êtes un chercheur et que vous avez besoin d'utiliser un modèle et de faire vraiment des requêtes de façon très très intensive, ben, pour qu'on puisse vous laisser faire ça, il faut qu'on sache qui vous êtes. Donc il y a un enjeu d'authentification, entre autres choses. Et donc, encore une fois, je crois qu'on en revient, c'est le cloud où on venait chercher un peu de stockage ou des choses comme ça, c'est terminé. C'est-à-dire que maintenant, les clouds, c'est des technologies qui sont extrêmement sophistiquées et je dirais que c'est
l'époque où vous aviez des acteurs qui étaient acteurs de IaaS me semble un peu... vous avez vraiment besoin d'avoir une solution qui soit à la fois de la performance opérationnelle et en même temps d'avoir tout un tas de briques qui sont d'ailleurs, à mon avis, pour certaines d'entre elles, pas mal de l'open source, c'est-à-dire des briques qui peuvent se partager, que je peux amener, etc. Et je crois d'ailleurs que les grands hyperscalers ont compris ça. C'est aujourd'hui, j'ai vu que vous aviez dans tous les logos qu'on avait affichés, il y a plein de partenariats avec des gens qui sont des fournisseurs de certaines de ces briques. Donc c'est vraiment une dynamique très nouvelle. Par exemple, ce mot qui était mal compris me semble être assez central, cette notion de coopétition. C'est-à-dire que pour un acteur comme Sens ou pour Google ou pour je ne sais qui, eh bien, c'est le fait de à la fois être en compétition avec certains types d'acteurs et en même temps en collaboration, parce que c'est de ça dont le monde est fait. Et pour les gens qui sont les consommateurs de ça, c'est avoir une exigence de compréhension de l'architecture qu'ils mettent en œuvre qui est probablement plus forte que ce qu'elle était auparavant, parce que justement on est dans un monde complexe. Je prends l'exemple, désolé je fais un petit tunnel, mais on a une panne électrique en Espagne, et puis on a une panne électrique en Norvège. Et en fait, on ne comprend pas encore très bien pourquoi c'est arrivé à peu près au même moment. Mais si vous avez des infos, n'hésitez pas à les partager. Non, mais alors, s'il y a une petite info, c'est qu'il y a une partie des services numériques qui venaient des Canaries. Et alors, les Canaries ont un grid autonome, donc ils ne sont pas tombés en panne. Mais on se dit que vraisemblablement eux-mêmes utilisaient un service qui venait d'Espagne et qui, lui, est tombé en panne. Alors, c'est toujours une hypothèse, et on verra si j'ai tort ou si j'ai raison, mais enfin, c'est pas moi qui la pose, mais c'est ce que j'ai lu cet après-midi sur Hacker News. Et donc, voilà, ça montre que quand on est un DSI, mais c'est compliqué de comprendre ces choses-là, et vous devez avoir à la fois des infrastructures très intégrées, et en même temps, une vraie maîtrise, une maîtrise d'ouvrage qui reste assez forte. Effectivement, l'actualité récente nous interroge. Alors, justement, on ne parle que de ça. Bon, enfin, bon, on ne va pas présumer pour l'instant, mais les attaques cyber, c'est un peu le sujet tarte à la crème. Je suis curieuse de voir... Tarte à la crème, pie in the sky. Ok, voilà, je voulais savoir comment il traduirait. Alors, ce n'est pas comment, enfin, est-ce qu'on va être attaqué, mais plutôt quand et comment. Je sais que c'est une question un peu vaste, et puis malheureusement, il nous reste 4 minutes, mais votre vision aujourd'hui des risques cyber, quelle est-elle ? Les risques cyber évoluent très fortement avec l'avènement de l'IA. C'est des arnaques au président qui sont avec un niveau de sophistication, ce qu'on appelle autrement les deepfakes, extrêmement important. Et c'est aussi le fait qu'on peut faire des attaques coordonnées qui sont intelligentes, c'est-à-dire qui sont beaucoup plus dynamiques qu'elles ne l'étaient auparavant. Mais je dirais que la bonne nouvelle, c'est que ce que je dis toujours quand on me pose cette question, c'est que les méchants ne partagent pas. Et les gentils partagent. Alors c'est très très manichéen, mais c'est malgré tout une image qui est assez bonne. C'est-à-dire que les gens qui sont dans des logiques de défense ont plutôt tendance à avoir des approches coordonnées, alors que les gens qui sont dans la logique d'attaque, par définition, ils sont cachés, ils ne partagent pas. Donc vous avez de plus en plus d'approches cyber qui consistent à flaguer des IP, à faire des analyses comportementales et puis à les partager, notamment dans des modèles de machine learning qui sont open source. Donc c'est très intéressant de voir cette asymétrie. Et je pense d'ailleurs que c'est ça qui donnera tort à moyen terme à Jeffrey Hinton, Joshua Bengio, quand ils disent que les IA vont se retourner contre les humains. C'est cette asymétrie structurelle, en fait. Et puis d'ailleurs, j'ai appris qu'il fallait arrêter de dire merci à ChatGPT, ça consomme énormément d'énergie, ça fait perdre beaucoup d'argent. J'ai vu Sam Altman, effectivement, dire ça, ouais. et finalement renforcer l'inquiétude qu'on peut avoir sur, à mon avis, ce qui sera que un instant. C'est-à-dire que quand on voit les gains de performance qui apparaissent grâce aux académiques, grâce à la recherche dans ce domaine, je pense qu'on a une inquiétude à avoir à l'égard de la consommation des IA, mais ce n'est pas 1500 TWh, c'est à peu près 3 fois la France, comme je l'ai lu. Je ne pense pas qu'on en viendra à ça. D'accord. J'étais avec un de vos confrères il n'y a pas très longtemps qui me disait qu'il y a 60 fois en RFP sur les data centers aux États-Unis
ce qu'on suppose qui existera en 2030. Donc ça fait un peu penser à la ligne de chemin de fer Manchester-Londres. Je crois qu'il y avait à un moment, il y avait quelque chose comme 200 ou 300 projets de gens qui voulaient lever de l'argent pour faire ça. Incroyable, ouais. Alors Cyprien l'a évoqué, comment est-ce que vous voyez les positions de l'Europe évoluer sur le sujet du cloud, et notamment au niveau de la fameuse certification UCS? C'est quoi votre vision? Il y a beaucoup à dire. L'Europe a été structurellement très en retard sur le cloud. Pour des raisons, malheureusement, on n'a qu'une minute 27, donc ce serait un peu long d'expliquer ça, mais c'est intéressant de comprendre ce retard parce que ça dit beaucoup de ce qui se passe actuellement. Mais encore une fois, ça sera peut-être au cocktail plus tard qu'on pourrait expliquer ça. Mais je pense que voilà, le marché américain, c'est 280 milliards, européen, c'est 100 milliards. Voilà, c'est 1 à 3 pour des PIB qui ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. Donc il y a une différence d'approche très forte avec des SI qui continuent à faire du on-prem quand même beaucoup, par définition, beaucoup plus en Europe et à mon avis de façon peu justifiée. Il y a des cas de on-prem qui sont justifiables, j'en connais quelques-uns, mais c'est infinitésimal la réalité par rapport aux besoins de sécurité, de scalabilité, de diversité, de tout ce que vous pouvez avoir à cet égard. Donc je pense qu'il y a quand même un changement et probablement que l'IA est en train d'accélérer ce changement. C'est-à-dire que la diversité des architectures dont vous pouvez avoir besoin, vous ne pouvez plus la faire vous-même, c'est plus possible. Et puis le fait que vous soyez dans une période d'accélération fait qu'à moins que vous voulez faire vous-même des releases avec des interruptions de service, tout un tas de problèmes que ça provoque de façon extrêmement fréquente, il y a une certaine logique à passer sur le cloud pour ce type d'architecture. Vraiment, les architectures d'IA, c'est vraiment très typique de ce que l'on peut faire si on a besoin d'avoir de la scalabilité. Vous avez vu, Gilles, vous avez un pouvoir magique, vous avez rajouté du temps. Ah ouais, c'est sympa. Voilà, pour une dernière question incroyable. On n'arrête pas le progrès. Donc, évidemment, la dernière question, à tout seigneur, tout honneur, est-ce qu'un rattrapage européen sur le cloud vous semble possible? Et évidemment, dans ce contexte, vous me voyez venir, comment est-ce que vous percevez l'offre de sens? Oui, alors, le rattrapage européen, c'est une question qui nous dépasse tous. C'est-à-dire, finalement, j'ai envie de le résumer en disant, est-ce que l'Europe a encore quelque chose à dire? C'est ça qui est important, c'est finalement, est-ce qu'on a des valeurs, est-ce qu'on a un projet, est-ce qu'on articule notre vision de la technologie autour de ça? C'est ça, à mon avis, qui est le plus important. Voilà, moi j'entends souvent parler de l'idée d'avoir des sociétés inclusives, peut-être plus que ce qu'on voit ailleurs, etc. En fait, c'est un projet politique sur lequel on peut articuler une vision technologique très forte. Encore faut-il y croire et arrêter de penser qu'on va rattraper en 2 ans. On a mis 30 ans à se retrouver dans une position de dépendance et on mettra probablement une génération à se retrouver dans une position d'autonomie en réalité à cet égard. Et donc, bon, je l'ai dit tout à l'heure, mon mot-clé c'est le mot écosystème. Et donc tout ce qui concourt à la constitution d'écosystèmes, pour moi est favorable. Tout aussi bien le fait qu'il y ait une instantiation de sens en France, donc il y a des ingénieurs qui installent ça, etc., que pour le coup, ça pousse tout un tas de gens à se poser des questions sur savoir comment est-ce qu'ils architecturent leur système et qui potentiellement ils vous utilisent pour ce faire. Donc finalement, c'est un peu une ère, moi j'appelle ça post-Fukuyamienne, où on pensait que tout le monde était gentil, et que tout allait bien se passer, puis que les gars comme Trump, ça n'existerait pas. Voilà, donc maintenant, c'est pas la réalité à laquelle on fait face. Il faut qu'on se réautonomise. Ma seule observation, c'est que, enfin j'en ai 2 en fait, c'est qu'il faut le faire au niveau européen, parce que la raison du succès des États-Unis, c'est le fait que la piste d'envol, c'est 320 millions de personnes, là où nous, en réalité, c'est 70 millions de personnes pour la France, 80 pour l'Allemagne, et donc c'est beaucoup plus dur quand vous faites une start-up qui est basée sur la notion d'expansion et de scalabilité. Vous avez moins de place, on est passé en négatif, et donc c'est vraiment cette notion d'écosystème, de taille critique qu'il faut réussir à faire apparaître. Et pour finir, c'est cette maxime remarquable, c'est on sous-estime ce qu'on pense pouvoir faire dans le temps long et dans le temps court, et on sous-estime ce qu'on peut faire dans le temps long. Donc il faut avoir des roadmaps de 3 ans, mais il faut avoir une vision de 25 ans. Merci beaucoup Gilles Babinet. On peut l'applaudir, merci. Merci. On vous écouterait des heures.
Bon, vous nous promettez de rester au cocktail, alors. Je pense que vous allez être un peu sollicité. Merci encore. Donc, alors, si je résume, on a bien compris que le numérique continue à évoluer très rapidement. La sécurité, enjeu majeur, plus que jamais. Vous l'avez compris, je pense, c'est précisément pour répondre à ces enjeux que l'offre de Sens a été développée. Donc, on va s'intéresser, ça y est, à cette offre et voir comment les entreprises, quelle que soit leur maturité, peuvent démarrer le cloud de confiance. Et pour ça, j'appelle tout de suite à me rejoindre le directeur des opérations et de l'engineering chez Sens, Yanis Crevoisier. Bonjour Yanis. Ça va Yanis? Bonsoir Gaël. Oui, ça va. Alors, j'ai une première question assez basique sur l'infrastructure, parce qu'on se doute que votre offre, elle repose sur une infrastructure assez conséquente. Très concrètement, Yanis, où est-ce que vous en êtes? Alors, l'infrastructure de l'offre Sens, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, comme vous le dites. Donc, ça a été designé pour être robuste et secure dès le début. Donc, c'est concrètement 3 data centers autour de l'Île-de-France qui sont interconnectés avec 60 km de fibre noire. C'est une infrastructure qui héberge 10 000 équipements informatiques de haut niveau, qui vont du serveur, du réseau, des HSM par exemple, mais aussi des GPU H100 qu'on peut connaître chez NVIDIA pour nous permettre d'offrir de l'IA à tout le monde. C'est aussi une ségrégation physique et logique pour assurer la confiance et la conformité aux standards SNC, donc Secnum Cloud. C'était ça notre infrastructure et c'est quelque chose de très intéressant. Vous m'avez confié que vos data centers étaient nickel, qu'ils étaient super bien rangés. Oui, alors je pense que sur les data centers, les équipes ont fait quelque chose de vraiment très très bien et on est très très fiers de ce qui a été fait. On s'approche de l'excellence ici. C'est clair. Yanis, alors quel service Google est-ce que vous proposez aujourd'hui, avec peut-être 1 ou 2 exemples de bénéfices clients? Alors, depuis 3 ans, notre partenaire et nous-mêmes avons développé une plateforme et quelque chose avec un but très simple qui était d'offrir la puissance et les fonctionnalités de Google Cloud Platform en qualifié Secnum Cloud pour la France. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, on a développé un projet qui vous permet de développer votre innovation en toute sécurité, en toute sérénité. Donc pour ça, on a la puissance de calcul de GCE, le stockage de GCS, donc GCE pour Google Cloud Engine, GCS pour Google Cloud Storage. On a la containerisation avec GKE. On se retrouve aussi avec de l'analyse de données avec BigQuery et de la gestion de base de données avec Cloud SQL. Donc tous ces services, c'est ce qui nous permet de vous offrir quelque chose de très intéressant. En exemple concret, je dirais que GKE, la containerisation managée, c'est l'adaptation automatique de la puissance selon vos besoins. Vous avez une montée en charge lors d'un pic, une réduction en période calme, sans intervention manuelle, donc plus de performance quand il faut, coût optimisé le reste du temps. C'est vraiment ce qu'on recherche quand on est DSI, je pense. Sur la partie Cloud SQL BigQuery, donc on vous enlève toute la complexité des opérations avec vos équipes IT qui sont généralement le backup, le storage et tout ce qui va avec, pour vous focuser sur la valeur de vos données et leur analyse. Donc c'est ça qui apporte le service. C'est l'offre à l'heure actuelle, je pense, la plus évoluée de toutes les offres qui tentent d'être qualifiées ou qui sont qualifiées Secnum Cloud. Alors Yanis, vous l'avez évoqué, le projet a pris 3 ans. Quel chemin vous avez parcouru pendant cette période? Alors 3 ans d'une aventure incroyable, il faut le dire. Une première mondiale. Pour la première fois, un hyperscaler met à disposition sa technologie pour qu'on puisse l'opérer en autonomie. C'est quelque chose qui n'a jamais été vu. Donc la première des choses que nous avons faites, c'était de travailler pour adapter le modèle d'hyperscaler à une qualification Secnum Cloud, ce qui n'était pas forcément gagné d'entrée. C'est, comme on l'a dit, une infrastructure physique et logique d'exception. Cyprien l'avait précisé, 2000 ingénieurs chez Google qui ont travaillé d'arrache-pied pour pouvoir nous donner GCP et les outils adéquats pour opérer en toute autonomie. C'était un vrai challenge, un vrai défi. Au niveau de Sens, on a créé une plateforme de contrôle pour chacun des changes qui sont faits au niveau d'un hyperscaler. Donc les changes au niveau d'un hyperscaler, pour vous donner une idée, c'est quelques milliers par jour. Donc c'est quelque chose qu'on contrôle et qu'on suit de façon très consciente et avec beaucoup de confiance et de conformité vis-à-vis de Secnum Cloud. Donc ça, c'est tout ce qu'on a pu faire pendant ces 3 ans. Ça fait pas mal. Pour faire tourner tout ça, évidemment, il faut des gens. Alors, où est-ce que vous en êtes au niveau du recrutement et puis de la formation des équipes? Alors, juste pour commencer,
chez Sens, on s'appelle les Sensas. On aurait pu s'appeler autrement, mais on s'est appelé les Sensas. Et je pense que ça reflète tout ce qu'on cherche avec nos Sensas. C'est sans équipe compétente, rien n'est possible. Donc nous, on a recruté ces trois dernières années une centaine de personnes. Donc une centaine d'ingénieurs, de techniciens qui travaillent sur différents aspects. Donc on les forme, parce qu'il faut aussi les former pour être sûr que ces gens soient compétents, comme je le disais. Donc on les forme sur 8 à 16 semaines de formation académique qui viennent d'un cursus qui est partagé avec Google. 8 à 16 semaines de formation académique qui sont suivies par une immersion de quelques mois avec des Googlers de temps en temps pour des gens qui opèrent sur des services informatiques ou d'autres. Les domaines de compétences qu'on vise vont de la logistique, la gestion du hardware, du software, du réseau, de la sécurité, du stockage, mais aussi la gestion des incidents clients, la gestion de la continuité de service ou encore la gestion du billing. C'est l'ensemble des formations qu'on fait, on investit énormément là-dedans. Bon, alors, ma question n'est pas du tout péjorative, hein, on a le même âge, vous avez 25 ans d'opération, Yanis. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le projet Sens? Alors vous m'avez confié en fait que dans votre domaine, les projets ils sont soit larges, soit profonds, et là c'est les deux. Oui, c'est un bassin olympique. Donc, globalement, oui, 25 ans, merci Gaël. De rien. Après toutes ces années, ce qui marque le plus dans cette histoire et ces 3 ans, c'est l'aventure humaine qu'on a partagée. Donc on a quelques Googlers dans la salle. C'est devenu, je dirais, au-delà de relations quotidiennes, c'est devenu quasiment des gens avec lesquels on est capable de compter dans les cas très difficiles. Donc on a travaillé de façon exceptionnelle avec Google. Bien sûr, c'est une aventure technologique unique, hein, une nouvelle fois, c'est une première mondiale, ça n'a jamais été fait. Mais au-delà de tout ça, on a travaillé ensemble pour acculturer 2 compagnies qui n'avaient pas tout à fait les mêmes visions du travail. Hein. Thales et Google ne travaillaient pas tout à fait de la même façon, il faut quand même se le dire. Et donc tous les jours, c'était un défi quotidien de faire travailler ces 2 compagnies. C'était un défi quotidien passionnant et c'est quelque chose qui nous a porté pendant longtemps. On a vécu beaucoup de moments qui étaient plutôt compliqués. On a discuté de pas mal de choses. On a discuté d'observabilité pendant quasiment 2 ans. On est toujours sorti de toutes les discussions qu'on avait par le haut. Et ça, je pense que c'est un partenariat vraiment d'exception. Je pense qu'il y a très peu de gens qui peuvent dire qu'on peut travailler sur ce type de choses, faire une première mondiale avec 2 compagnies comme ça et s'en sortir par le haut. Et là-dessus, je pense qu'on peut être très très fier. Enfin, moi, en tout cas, je le suis très très fier d'avoir participé à un projet d'une telle envergure avec des experts et des gens aussi engagés. Alors, le temps nous est compté. Yanis, une dernière question. Qu'en est-il, en 2 mots, de la General Availability, en bon français, la disponibilité générale? Alors, la disponibilité générale, hein, pour tout le monde, je rappelle, c'est le moment où Sens sera capable de tenir des SLA, donc des engagements de service qui seront très proches de ceux de Google Cloud Platform. Alors, je dis très proche parce qu'on a une petite problématique technique, parce qu'on n'a que 3 data centers et pas 145 comme Google. Donc, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Derrière tout ça, on veut juste vous dire qu'on est dans la dernière ligne droite, on est très proche. Donc on pense pouvoir vous offrir une offre cloud de confiance en fin de cet été avec les services associés et des SLA qui devraient être là. Merci beaucoup Yanis, on l'applaudit. Merci Gaël. Merci pour lui. Voilà. Super. On continue, on a parlé d'eux, hein. Évidemment on va les faire monter sur scène, on continue d'explorer l'offre, une offre qui s'appuie, on l'a dit, sur la technologie Google Cloud, et c'est aux Googlers que je vais donc passer la parole à présent. Nous accueillons Jay Aridas, VP GM Sovereign Platforms, et Isabelle Fresne, directrice générale Google Cloud France. Bienvenue à tous les deux. So Jay, the floor is yours. Bonjour à tous. Je suis content d'être ici. Yeah. So, I've used my mileage on French today on that one line, but it's one line at a time. So the rest for all of us, it'll be in English because I don't think I can carry on that language more. But next time I will try 2 lines. This slide, Yanis and Cyprian have covered it most, but I just want to reiterate because we are really excited to present you basically an isolated cloud, a dedicated cloud operated by Sons to be the first hyperscaler cloud that is Secnum Cloud compliant. A lot of strategic investments went into this across people, data centers, infrastructures,
and a lot of software and training. And all of this to ensure that we can enable all the businesses and all the industries to embark on this digital transformation using state-of-the-art technology that Google provides. And so this basically what it means is you have a Secnum Cloud in France, which is the first Secnum Cloud in Europe as such that you can use to digitally transformize all your businesses. The second point that I wanted to make here is while doing all of this, you don't have to compromise on scale, you don't have to compromise on performance, and you don't have to compromise on basically innovation. Because the way we build this is this cloud is updated at the same cadence as our public cloud. So you don't lose any innovation at all. And the last point, I'm often asked, what was the secret behind our success in this journey as such? And why do we trust SONS to operate this cloud? At the root of this is the strong partnership that we've built over the last 3 to 4 years in this journey as such. However, there are a few characteristics that really give me the strong confidence. One, SONS has hired a super talented team that can operate in hyperscale. Second, they're hungry for innovation, they're hungry to learn, and all our training sessions have helped us build that confidence. And lastly, as Yanis mentioned, there's a lot of mutual trust that enabled us to have those difficult conversations to ensure that we can come up with a really compliant solution even for the most difficult challenges. So these are the 3 reasons why we really believe that this hyperscale cloud is the one that you can bet on for all your digital transformation. Now, like I said, no compromises. So let's see what we mean by that. We are delivering a modern cloud which you can bet on for all the modernization across infrastructure, across applications, across data, and of course, you need artificial intelligence to make sure that you are basically transforming all your workflows to ensure that efficiency is there. So we provide all of these in this cloud, and a lot of companies have taken a bet on this to basically embark on their digital transformation, and Estelle will cover a lot more on this. So let's double-click on what we mean by we actually enable you to modernize all these things. If you look at our roadmap, we already have about 30 services up and running across infrastructure. You have Compute Engine, you have the cloud storage services. As a platform, you have Cloud SQL, because nothing can be done without an efficient database that you can bet on. And of course, with the data goes analytics. For companies to stay competitive, you really want to crunch all that data and get real-time insights into that data, and we give you BigQuery to run all of those. In addition, we have quite a few GPUs. But looking forward, we have 40 more services, more than 40 actually, services that we will be providing you to basically further expand the workloads that you can run on the sovereign cloud. For example, we will provide you AlloyDB. This is a scalable PostgreSQL that you can bet your most durable transactions on it. We will give you the Cloud Spanner, which everyone knows is the global distributed database system with consistent transaction and all the promises that it can give to scale, auto-scale for you. And we will also provide you a lot of managed open source software like Dataproc. So you can bet on not necessarily just BigQuery, but you can also bet on Hadoop, Flink, Spark in this cloud. And of course, in this day and age, everything starts with AI and ends with AI. Even my name ends with AI, by the way. And so, with artificial intelligence on SONS Cloud, we give you the GPUs. We will have Vertex AI there. And of course, we will democratize all the models so that you can have the best models at your fingertips to go take an advantage through Model Garden.
So imagine a world where you can run all your modern applications, taking the benefit of AI, for example, optimizing all those tedious workflows, or running really insights by crunching a lot of data and delivering that insights that allow you to prevent frauds. Or it can also be transformative changes in the education industry where you can deliver state-of-the-art education with state-of-the-art AI. So just to summarize all of this into one sentence, we have delivered the first Secnum Cloud in EU for you to take advantage and run all your digital transformations. And you can take a bet on it because SANS is going to be operating it. Thank you so much, Jay. Sorry for sharing, and I know you're still fighting against jet lag. GAI. GAI, yes. Coincidence? I don't think so. Alors, je me tourne vers Isabelle Fresne, je me tourne vers vous pour parler de l'engagement long terme de Google Cloud Platform. Au vu des investissements importants, très importants, significatifs que vous avez réalisés de votre côté, quelle est finalement cette stratégie de la souveraineté globale de Google? On se doute que ça dépasse le cadre de la France. Oui, oui, bien sûr. Alors, effectivement, nous, on a fait un constat qui était assez très tôt dans notre existence, en écoutant évidemment nos clients dans de nombreux pays, que sans confiance, il ne peut pas y avoir vraiment de transformation numérique durable. Premier constat. Et effectivement, la confiance, la souveraineté, c'est une définition qui est propre à chaque pays, à chaque État, et c'est l'État en France qui l'a définie au sein de sa propre doctrine. Et donc on s'est dit, dès 2020, il faut qu'on réfléchisse à comment on va déployer ça de façon globale. Donc on a déployé une stratégie depuis 2020, donc ça fait déjà un petit moment de ça. Hein. La doctrine de cloud au centre en France, elle date de 2021. Et donc, on a commencé à réfléchir dans les différents endroits où on opérait. Évidemment, l'Europe est arrivée très vite sur le sujet. On a développé une stratégie qu'on appelait Cloud on Europe's Terms. Donc, à l'époque, on parlait beaucoup des UCS, etc. Et puis, effectivement, aujourd'hui, la France, et on le voit, hein, elle est au cœur de notre engagement en Europe pour offrir ce choix que vous avez aujourd'hui et qui est SANS, pour que les clients, qui soient à la fois publics et privés, puissent avoir une vraie accès aux technologies, de la façon dont ils veulent les opérer, de la façon dont ils le souhaitent, évidemment, y compris en mode Secnum Cloud, au travers de SANS. Encore une fois, on l'a répété, mais je le redis, c'est important, ce n'est pas qu'un sujet technique en fait, hein, ce partenariat. C'est une énorme réussite, on l'a dit, c'est une vraie aventure humaine aussi. On connaît Thales et la maison Thales depuis plus de 10 ans. On collabore en fait depuis quasiment la naissance de Cloud ensemble. Et c'est vrai que voilà, il faut le voir aussi comme une aventure humaine qui s'inscrit dans la durée. Jay l'a dit. On peut être fier du travail qu'on a accompli ensemble. Maintenant, on a encore des choses à faire. Et maintenant, voilà, la qualification Secnum va arriver très bientôt. Mais voilà comment on est arrivé finalement jusqu'à zoomer et driller sur la France. Alors, qu'est-ce qui a finalement motivé ce choix de Thales? C'est parce que vous les connaissiez depuis longtemps? Alors oui, on les connaissait depuis longtemps, ouais. C'est ce que je dis, ça faisait déjà depuis que nous sommes nés, nous, Google Cloud. Évidemment, quand est arrivée en 2021 la doctrine du cloud au centre émise par l'État français, on a réfléchi, on s'est dit, mais qui finalement pourrait à la fois remplir ces conditions de pouvoir porter un Google Cloud quelque part, qui est quand même pas une mince affaire, et on l'a vu dans ce qu'expliquait Yanis, dans ce qu'expliquait Cyprien, ou dans la façon dont le racontait Jay. Il fallait qu'on ait un acteur solide. Et puis, qui mieux que Thales en termes de cybersécurité, et en termes de souveraineté, en termes d'acteurs sur ces secteurs de la défense, du secteur public, etc. Et puis, on a aussi dans nos ADN cette chose commune qui est l'innovation. Et qui est aussi, on est deux boîtes d'ingénieurs, il ne faut pas l'oublier. Donc on a relevé ce défi ensemble, on l'a fait comme un projet véritablement, comme si on innovait et on créait quelque chose from scratch. Alors évidemment avec des cultures un peu différentes, mais une formidable aventure humaine, et je crois que c'est ce qui rend aussi cette offre unique sur le marché.
D'accord. Justement, ce marché, comment vous le voyez aujourd'hui? Quel type de clients sont intéressés? Est-ce que c'est des nouveaux clients, d'anciens clients? Comment ça se décompose? Alors j'ai envie de vous dire, tous les clients sont intéressés potentiellement. Alors on pense aux usual suspects, hein, évidemment, le secteur public, les environnements très régulés, les entreprises qui gèrent beaucoup de données sensibles, mais pas que finalement, parce que la donnée sensible, quelque part, elle est celle qu'on définit au sein de sa propre entreprise. Donc tous les clients sont évidemment éligibles, j'allais dire, et moi j'ai beaucoup dans les conversations. Il ne se passe pas un rendez-vous maintenant depuis quelques mois avec le contexte géodiplomatique que l'on connaît. Chaque fois que je fais un rendez-vous client, entreprise privée comme entreprise publique, évidemment le sujet de Sens arrive et évidemment d'en parler et d'encourager ses clients à rencontrer Sens pour voir un peu comment on peut avancer sur les sujets ensemble. Mais ça concerne tout type de clients. Isabelle, peut-être très rapidement un dernier mot sur ce partenariat. Encore une fois, moi je pense qu'on peut être. Je suis assez fière de ce qui a été fait. On a tenu dans la durée, on va continuer. Je pense qu'à l'heure de l'IA qui est en train de bouleverser tout et très vite, c'est important de pouvoir se dire qu'on peut exploiter toute la puissance de la technologie dans un environnement qui est extrêmement sécurisé. Et ça, c'est une réussite, je pense, dont on peut être fier. Google, Sens et Thales, bien évidemment. Merci à tous les deux pour ce partage. On peut les remercier. Restez avec nous parce que avant de nous quitter, il y a Hélène Bringer, la présidente de Sens, qui souhaite nous rejoindre pour justement vous adresser un message. Merci. Effectivement, je souhaitais venir sur scène uniquement pour une chose. Vous remercier. Dear Jay, chère Isabelle, ce que vous faites au quotidien auprès des équipes de Sens et de Thales, vos investissements, bien sûr, financiers, mais surtout humains, et surtout l'état d'esprit dans lequel vous avez ancré avec Thales ce projet, sont clairement exceptionnels. Je n'ai jamais vu ça. J'ai rejoint Sens en tant que présidente et Thales en tant que directrice générale de Thales Services Numériques en début d'année. Et c'est ce qui m'a frappée en arrivant. Alors ça a été dit, pas de compromis. Pas de compromis entre l'innovation, pas de compromis entre la performance opérationnelle, pas de compromis sur la confiance, bien sûr. Et c'était les propos de Jay. Mais également hors norme. C'est un projet qui est clairement exceptionnel. Je pense que dans le monde, il n'y a pas de projet de cette taille, de cette ampleur. Et Jay l'a dit, il m'a volé mes mots, c'est grâce aux équipes et aux partenariats. Donc bravo et merci, je tenais vraiment à le souligner. Merci de nous porter encore et on va continuer très longtemps, tu peux compter sur nous. Merci. C'est mon téléphone. C'est mon téléphone, elle part avec mon téléphone. Ils sont coquins, les googlers. Bon. Reprenons. Merci infiniment à tous les trois. On va tout de suite regarder en images plusieurs cas d'usage pour bien comprendre la proposition de valeur très concrète. Elle, c'est Irène. Irène est chercheuse dans le domaine de la santé. Elle travaille sur de grands projets et a de nombreuses idées à concrétiser. Comme ses collègues chercheurs, elle a besoin de recueillir et de manipuler des données de santé, d'accéder aux travaux de ses partenaires, bref, de recourir aux technologies numériques telles que l'IA ou les services cloud pour favoriser l'innovation et s'adapter aux évolutions. Mais dans le domaine de la santé, pour protéger les patients et leurs données, le cadre réglementaire est strict. Alors, comment s'assurer qu'un prestataire technologique le respecte ? Irène n'est pas la seule à être confrontée à ce problème. Chloé, ingénieure dans l'aéronautique, rencontre une difficulté comparable, tout comme Isabelle, dans le secteur de l'assurance, et David, dans le cadre de procédures judiciaires. C'est pour répondre à ces besoins essentiels que Sens a été créé. Sens, le premier hyperscaler européen, est né de l'alliance unique entre deux leaders mondiaux du cloud et de la cybersécurité. Grâce à Sens, vous bénéficiez de la performance de Google Cloud, constamment à la pointe de l'innovation, renforcée par la protection de haut niveau de Thales. Sens fournit un cloud de confiance basé sur la certification SecNum Cloud 3.2, assurant une sécurité stricte, organisationnelle, technique et physique, ainsi qu'une protection juridique contre les lois non européennes. Entité française entièrement contrôlée par Thales, Sens opère avec des contrats régis par le droit français. Protéger, c'est intégrer la sécurité comme clé de voûte de l'infrastructure cloud et des services mis à disposition, dès la conception.
Les données des clients sont exclusivement hébergées sur le sol français dans des data centers Sens et uniquement opérés par du personnel Sens. Suivant des règles de cloisonnement, les data centers ont plusieurs zones pour les données, toutes physiquement isolées. Zone de quarantaine, d'administration et zone de production, la zone client. Les clients sont les seuls à accéder à leurs données. Le personnel Sens lui-même n'y a pas accès. Protéger l'activité cloud des clients sans compromettre la qualité de service est au cœur de la proposition de Sens. Pour assurer la sécurité de sa plateforme, Sens met en place des mécanismes rigoureux. Tout d'abord, la chaîne d'approvisionnement est minutieusement inspectée dans une démarche totalement transparente pour le client. Les mises à jour logicielles sont d'abord mises en quarantaine et soumises à un examen approfondi avant toute validation. Ce n'est qu'après cette vérification que Sens autorise leur installation dans la zone de production client. Ainsi, les clients du cloud de confiance de Sens bénéficient des mises à jour au même moment que tous les utilisateurs des régions Google Cloud Platform de Google. Cette sécurisation prévaut également pour les équipements physiques sujets à des audits par échantillonnage CESTI. Sens procède à une inspection méthodique des équipements afin de dissuader un piégeage matériel. Grâce à Sens, Irène, Chloé, Isabelle et David peuvent travailler en toute sécurité. Grâce à Sens, la recherche avance. Alors, c'est le moment de se lancer dans la matrice, entre guillemets. On va assister tout de suite à une démonstration opérée par Magali Ambrosino, responsable support client de Sens. Bienvenue Magali, où est-elle? Où est-elle? Elle est là. Bonsoir. Effectivement, Gaëlle, nous souhaitons poursuivre avec du concret et une démonstration de quelques minutes du cloud de confiance Sens. Alors, imaginons que nous soyons une mutuelle santé française désireuse d'optimiser le traitement des demandes de remboursement de ses clients grâce à de l'intelligence artificielle, tout en respectant la sensibilité de ses données. Eh bien, bonne nouvelle, c'est d'ores et déjà possible dans le cloud de confiance. Nous avons déployé en très peu de temps cette architecture qui utilise la puissance des produits Google Cloud suivantes. Donc, nous avons du GKE autopilote pour orchestrer nos applications conteneurisées. Ici, un portail web, le modèle LLM et puis un serveur Jupyter Hub utilisé par nos data scientists. Nous avons aussi bien sûr du Cloud SQL et du Cloud Storage pour stocker données et fichiers relatifs aux demandes en cours. Puis nous avons du BigQuery pour stocker et exploiter l'ensemble des données qui va être utilisé par le modèle Machine Learning qui lui est déployé dans une extension BigQuery ML. Le but de ce modèle est d'évaluer le risque d'approuver une demande sans activité humaine supplémentaire. Mais assez parlé, place aux images. Alors on commence par s'authentifier sur la console Sens pour vous prouver qu'on est bien dans ce contexte-là. Comme vous pouvez le voir, l'expérience utilisateur est quasiment identique avec la console GCP, hormis ce logo Sens qui est là pour nous rappeler qu'on est dans un univers totalement disjoint. Ensuite, on peut browser sur les différentes fonctionnalités classiquement, ici GKE, pour afficher la liste des clusters, des applications et accéder à notre portail d'entrée. Premier cas d'usage, premier volet de la démo, nous sommes un agent de la mutuelle qui devons traiter des demandes de remboursement. Voyons comment l'IA peut l'y aider. Donc, premier exemple de M. Jean Petit, nous allons cliquer sur Valider. Les données qu'il a transmises à la mutuelle vont être analysées par les systèmes intelligents et là, pas de problème. Tout semble cohérent, on va pouvoir approuver la demande sans vérification supplémentaire. Deuxième cas, pour la démo, nous avons simulé un scénario avec une demande déjà faite plusieurs jours auparavant et là, avec des justificatifs incohérents. On voit bien que là, le système met un score assez élevé qui nous conseille aussi de
faire des activités supplémentaires de vérification. À tout moment sur ce portail, l'agent peut se faire aider par un chatbot, soit pour avoir accès à des questions prédéfinies, questions-réponses prédéfinies, soit avec sa question libre. Deuxième volet de la démo, on est maintenant dans la peau d'un data scientist et on va parcourir son notebook Jupyter. Donc, premier élément, on va configurer l'accès aux données, ça a été très vite, mais il y a une variable importante qui est de définir la target et en l'occurrence l'univers sens. C'est la seule différence entre ce notebook qui tourne dans le cloud de confiance et le notebook qui tournerait dans du GCP. On a ensuite l'analyse fine du prompt MML, puis après l'analyse exploratoire des données qui va nous permettre de comprendre la structure et les relations entre les données. Par exemple ici, la distribution de la fréquence du score par rapport à sa valeur. Et un peu plus bas, un nuage de points pour voir l'impact de l'âge du patient sur le scoring. Ensuite, on va venir créer, entraîner, évaluer un modèle de régression linéaire dans BigQuery ML. Ça se fait assez facilement avec des fonctions comme createModel et MLEvaluate. Et la dernière étape est celle de la prédiction, où on va, avec des nouveaux jeux de données, comparer le niveau de risque estimé par le système avec le risque réel. Là, on voit qu'en très peu de temps, mais parce que nos volumes de données étaient aussi limités, on est arrivé à un système assez cohérent. Voilà, bon, ça a été très vite. J'espère pour autant vous avoir convaincu que vous pouvez d'ores et déjà concevoir vos applications dans le cloud de confiance en tirant le meilleur des technologies Google Cloud et en particulier ceux liés à l'IA. Merci Magali. C'était parfait. Alors, merci pour cette démo. Donc, à ce stade de la soirée, on a compris que l'offre était prête. On a vu la démonstration du module opérationnel. On va s'intéresser à présent à la question de la sécurité et à la fameuse qualification SecNum Cloud 3.2, des sujets fondamentaux. Pour en parler, j'accueille tout de suite le directeur technique et sécurité de Sens, Victor Villard. Il a bondi sur la scène. Vous pouvez vous mettre où vous voulez. Voilà. Je vais rester debout. Donc, bonjour à tous et ça fait plaisir d'être devant vous si nombreux. Je pense à peu près moitié plus nombreux que l'année dernière. Et en une année, que de chemin parcouru. Que de chemin parcouru parce qu'on vous parlait de notre projection de passer le premier jalon SecNum Cloud, le fameux jalon J0. C'est fait dans les temps. Très bonne nouvelle. Et ce jalon, ça matérialise le fait que l'ANSSI, à partir de ce qu'on lui a présenté, valide dans les concepts d'architecture, d'opération, dans les principales mesures de sécurité, que ça rentre bien dans les exigences du référentiel SecNum Cloud, qui, rappelons-le, est le niveau le plus exigeant de sécurité du cloud, pas uniquement en France, mais je pense qu'on peut même se targuer d'avoir ce modèle le plus exigeant au niveau international. Alors depuis, on a avancé encore plus loin, en particulier sur le franchissement du jalon J1, qui correspond à la validation par l'ANSSI de la stratégie d'évaluation. Donc point très important. Au-delà de SecNum Cloud, on a aussi passé un certain nombre de certifications. Par exemple, sur l'offre contrôles locaux, on a brillamment réussi les certifications ISO 27001 et HDS, qui sont très importantes. Et au-delà du fait de valider notre mode de fonctionnement et le système de management de la cybersécurité, ça montre aussi un degré de maturité. Un degré de maturité et le fait qu'on réponde d'ores et déjà dans notre organisation, dans notre façon de faire, à des choses qui sont demandées au-delà pour SecNum Cloud et qui vont être vérifiées demain. Tout ça, bien évidemment, on a pu le faire grâce à des super équipes. Donc je suis très fier des équipes techniques et cyber et j'en profite pour les remercier. Ah, voilà. Alors, beaucoup de chemins parcourus et à une vitesse parfois effrénée, mais sans jamais faire de concessions sur la cybersécurité. On a toujours eu ce niveau d'exigence extrêmement élevé par rapport à nous-mêmes et pour vous, pour protéger vos données. La cybersécurité, c'est aussi un pilier, un marqueur et un domaine d'expertise du groupe Thales. Et on capitalise
sur toutes ces connaissances, sur la façon d'aborder la problématique pour aller parfois encore plus loin que ce que nous demanderait le référentiel SecNumCloud lui-même. En particulier, on le voyait dans la petite vidéo tout à l'heure, sur toutes les problématiques de supply chain security. Tout le monde a ces problématiques. Bon, on a vraiment pris le taureau par les cornes pour se dire comment est-ce qu'on peut vérifier, par exemple, les mises à jour que nous propose Google pour s'assurer qu'il n'y ait aucun problème de sécurité dedans. Donc ça, c'est beaucoup d'efforts qui sont faits. Et pour vous donner un ordre de grandeur sur le nombre de mises à jour qui, aujourd'hui, sont analysées concrètement, ça représente plusieurs dizaines à centaines de milliers de mises à jour, ce qui est là aussi plutôt unique dans un contexte tel que le nôtre. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça, mais pour le niveau de sécurité qu'on vise pour vous, c'est le niveau qu'on s'est donné. Ce niveau de sécurité, on vient aussi y répondre grâce à des audits du code source que nous met à disposition Google. Et là, je pense qu'on peut aussi leur attribuer une palme d'or du fournisseur de technologie le plus transparent. J'imagine aucun autre fournisseur de technologie, de systèmes de virtualisation, d'infrastructures cloud, de baies de stockage, d'équipements réseau. Personne dans le monde n'aurait ce niveau de transparence en donnant l'accès au code source à un partenaire tel que Sens. Google le fait, et c'est sur cette transparence qu'on peut construire la confiance qui nous est tant chère. Alors bien évidemment, la route n'est pas finie, et Yanis mentionnait qu'on a encore une petite ligne droite devant nous, en particulier sur l'obtention de la qualification effective. Donc on a dans les prochaines semaines le début des évaluations, donc les audits en eux-mêmes, qui vont nous permettre de franchir cette qualification. Et le point important, c'est qu'on s'est préparé à ça depuis déjà très longtemps. Dans les derniers mois, on a fait par exemple plus d'une centaine de jours d'audits techniques sur nos infrastructures pour s'assurer du bon niveau de sécurité et de l'implémentation des mesures et leur documentation. Donc ça, on est vraiment sur un chemin qu'on pave pour atteindre ce niveau et toute la démarche de qualification que va valider l'ANSSI. Donc merci beaucoup pour votre confiance et pour tous les early adopters qui déjà ont testé le cloud de confiance. Et dans quelques mois, du coup, chemin vers cette qualification SecNumCloud. Merci à tous. Merci Victor. Alors, merci infiniment Victor. L'offre Sens, c'est évidemment un écosystème de partenaires et d'éditeurs. Et pour en parler, j'appelle tout de suite à nous rejoindre la directrice commerciale de Sens, Estelle Samuels. Ça va Estelle? Très très bien. Super. Alors, Gilles Babinet l'a évoqué, mettre en place un cloud de confiance, c'était un choix important il y a encore quelques mois. Et c'est aujourd'hui véritablement une décision stratégique, une décision qui exige des compétences et une solide expérience pour sa mise en œuvre. Oui, je pense qu'on peut tous dire qu'on a depuis longtemps dépassé le seul arbitrage technologique. Mettre en œuvre un cloud de confiance, c'est bien une décision stratégique. Et chez Sens, on a très vite compris que pour répondre à un tel degré d'exigence, il fallait s'y prendre tôt et il fallait s'y prendre bien. Et c'est la raison pour laquelle on a travaillé depuis plus de 2 ans maintenant sur 2 niveaux. Le premier niveau, un réseau de partenaires de services solides. Et le second, des collaborations avec les grands éditeurs du marché. Et pourquoi ce double investissement? Parce que quand on touche à des sujets qui sont aussi critiques pour vous, les effets d'annonce ne suffisent plus. Ce qu'on vous propose, ça doit être concret, ça doit être éprouvé et ça doit être opérationnel. Côté partenaire de service, donc, nous pouvons aujourd'hui nous appuyer sur un écosystème riche et varié. Nous construisons avec l'ensemble d'entre eux un programme de partenariat. Celui-ci vise bien sûr à leur permettre de valoriser leur force intrinsèque, mais aussi de vous accompagner
au plus près de vos besoins. Et ceux-ci peuvent être de nature différente, ils peuvent s'articuler sur un niveau stratégique ou au contraire sur des questions très très opérationnelles. On sait que moderniser une application monolithique ne requiert pas du tout les mêmes compétences que de pouvoir migrer massivement plusieurs centaines de machines virtuelles. Sur une toute autre dimension, vous opérez quotidiennement, vous évoluez dans des cadres de contraintes, parfois même dans des cadres réglementaires qui vont être propres à vos métiers, propres à vos industries. J'ai en tête la loi de programmation militaire, des instructions de diffusion restreinte, DORA, sur lesquelles nous sommes chez Sens régulièrement interpellés. Et sur ces questions-là, pouvoir mettre en place un socle qualifié SecNumCloud, c'est un vrai atout. C'est un vrai atout parce qu'évidemment, ça permet de répondre à ces exigences, mais surtout, ça permet d'accélérer les projets et ça permet de garder les coûts sous contrôle. Et sur ces sujets, là aussi, nos partenaires conseils sont là pour vous accompagner. Donc notre rôle à nous, Équipe Sens, avec nos équipes partenaires, c'est bien donc d'affiner, de trouver la meilleure approche qui vous permette d'agir rapidement, sans compromis bien sûr, ni sur la sécurité, ni sur la conformité. Parce que de façon très concrète, la question sur laquelle nous sommes interrogés aujourd'hui, ce n'est plus faut-il y aller, mais c'est bien comment j'y vais et comment j'y vais vite et bien. Sur le sujet de nos partenaires éditeurs de logiciels maintenant, c'est exactement la même logique. Donc l'ensemble de vos environnements s'appuie sur un ensemble de solutions qui sont très structurantes. Et nous travaillons donc avec chacun d'entre eux depuis longtemps maintenant. Nous y travaillons avec le même sérieux. Parce que oui, être qualifié SecNumCloud nous oblige et nous en avons pleinement conscience. Je suis donc heureuse de pouvoir vous dire ce soir que l'ensemble des solutions que vous voyez à l'écran sont aujourd'hui embarquées dans notre dynamique. Nous progressons également rapidement avec de grands éditeurs non européens, une grande majorité d'entre eux étant évidemment américains. Et l'objectif est clair, c'est leur permettre d'opérer dans un cadre de confiance, ici en France, mais également à l'Europe. Et je suis ravie de pouvoir vous partager donc ce soir une nouvelle preuve de cet engagement. Mistral AI, qui a fait le choix donc d'héberger sa solution La Plateforme sur le cloud de confiance de Sens. La solution est d'ores et déjà disponible dans sa version Early Access. Elle va inclure évidemment les meilleurs modèles de Mistral. Elle va inclure le chat, elle inclut leurs outils, bref, tout ce qui est nécessaire pour construire et pour gérer vos cas d'usage IA. Au-delà de la techno, sont aussi les équipes Mistral qui sont prêtes aux côtés des équipes de Sens pour vous accompagner concrètement dans la mise en œuvre de vos cas d'usage d'IA performants. Et pour finir, je voudrais vous dire également ce soir quelques mots sur notre programme d'adoption anticipée. Donc, l'ensemble évidemment de nos partenaires, ils travaillent avec nous sur le terrain, ils y testent leurs solutions, ils préparent des outils clés en main, des accélérateurs dans le but évidemment de faciliter vos onboarding et votre accès à la plateforme. Mais ce sont aussi plus d'une dizaine de clients depuis quelques semaines maintenant. Nous ne pouvons pas encore tous les citer, mais vous pourrez entendre certains d'entre eux dans quelques minutes. Tous travaillent sur cette plateforme activement à leur nouveau cas d'usage souverain. Ils le font avec pragmatisme, ils le font avec ambition, puisque au final, le vrai objectif est bien là. Ce que nous cherchons à faire, c'est de faire de la souveraineté un levier de performance et non plus du tout une simple case à cocher. Voilà un message très clair. Merci Estelle. Alors évidemment, toutes ces annonces mettent en appétit et puis vous restez sur scène parce que voilà, c'est le moment justement d'animer notre panel de clients. Vous avez promis du testimonial, en voilà. J'appelle tout de suite à nous rejoindre Philippe Noreux, Pascal Merchez, Laurent Joubert et enfin Olivier Esposito. Merci de les encourager.
Et je vais même leur donner un micro supplémentaire. Bienvenue à vous. Ne soyez pas timides. Juste les fonctions rapidement. Philippe Noreux, vous êtes directeur général opérations et performance chez Thales. Pascal Merchez, vous êtes groupe architecte au CEO Office BPCE. Laurent Joubert, vous êtes CEO de l'ANS, l'agence du numérique en santé. Et puis Olivier Esposito, vous êtes directeur infrastructure et cloud à la Massif. Bienvenue. Bienvenue à vous. Alors, le temps nous est compté. Nous avons 20 minutes pour partager vos retours d'expérience. Philippe, je vais démarrer ce panel avec vous. Donc, vous représentez ce soir le groupe Thales. Concrètement, qu'est-ce que Sens apporte aujourd'hui qui n'était pas possible jusqu'alors? Aujourd'hui, pour nous, Sens, c'est toute la puissance, l'innovation, les technos du cloud, la sécurité aussi spécifique au cloud, pour les données sensibles. Donc tous les avantages du cloud, ils ont été cités. On utilise déjà pour nos propres besoins et pour des produits le cloud public. Progressivement, les compagnies aériennes vont vous proposer l'accès à votre application de streaming sur votre écran quand vous serez dans l'avion et pas seulement des films qui ont été chargés par le storage, la mémoire, la carte mémoire qui a été, ou le support mémoire qui a été mis dans l'avion. Donc ça, on le fait déjà et on voit tous les avantages. Simplement, l'ingénierie de Thales, les systèmes d'information de Thales, c'est plus de 10 000 personnes en software, en cybersécurité et dans nos propres systèmes d'information qui sont jaloux de tout ce qui fait dans le cloud public et qui ont des données sensibles. Alors, données sensibles, pour nous, ça veut dire quoi? Et c'est des exemples qui n'ont pas pour but d'être exhaustifs, mais typiquement, dans nos usines, Manufacturing Execution System, donc ce qui va connecter nos usines, nos ateliers et qui sont pour nous des données sensibles qu'on choisit de ne pas mettre dans le cloud public. Les centres de supervision cyber, ce second exemple, les SOC qui produisent des données en très grande quantité, des logs qui là aussi peuvent être sensibles. D'une façon générale, la façon, les data lakes où l'industrie, la qualité, les achats peuvent partager des données là aussi sensibles. Et puis la volonté d'aller sur des applications cœur que seront les ERP et le PLM, enfin tout ce qui nous sert en termes d'ISIT sur les données sensibles. Donc ça, c'est un volet qui est très lié aux données sensibles. Et inversement, ce qu'on souhaite pour nos développeurs logiciels, c'est une expérience qui soit exactement la même et la plus proche de ce qu'ils ont sur le cloud public. Donc ça veut dire quoi? Les éditeurs dont vous avez parlé et qui sont dans notre suite de développement logiciel. Ça veut dire aussi des outils qui ont été listés par Google, comme le Google Kubernetes, qui nous permet d'avoir une expérience utilisateur qui soit la même et qui, même au-delà, par exemple, de BigQuery, avec Vertex AI, qui nous offre, ou le modèle Garden qui offrira beaucoup de modèles d'IA, de même que celui de Mistral ou les éditeurs type GitLab. Donc pour nous, c'est vraiment répliquer dans un cloud de confiance quelque chose qu'on pratique déjà beaucoup sur le cloud public, comme la plupart d'entre vous. Changement d'univers avec un focus sur les assurances. Olivier, à la Massif, donc vous êtes soumis, comme tous les acteurs de votre écosystème, à des réglementations très exigeantes quant à la sécurité de vos données sensibles. Est-ce bien ce qui a guidé votre choix? Oui, tout à fait. Nous avons effectivement des réglementations, comme tout le monde, RGPD, DORA, mais on a aussi notre autorité de contrôle, la CPR, qui a ses propres exigences. Et puis on a un modèle de gouvernance mutualiste, qui veut dire avoir des élus qu'on a embarqués dès le début dans le projet, des élus qu'il a fallu convaincre, rassurer, et des élus pour qui la question de l'hébergement des données est primordiale. Donc pour nous, impensable d'héberger en dehors de la France nos données sensibles. On était partenaire déjà Google depuis longtemps, donc l'évolution de la trajectoire avec Sens, ça a été pour nous le choix pour répondre à ces enjeux, pour pouvoir continuer d'innover, avoir une infra de confiance qui réponde à nos enjeux de souveraineté numérique. Pour le monde bancaire,
à présent, donc avec vous, Pascal, du groupe PPCE. La banque est évidemment très impactée par le contexte géopolitique actuel. Je voudrais, si vous le voulez bien, que vous partagiez avec nous comment le choix de solutions hybrides répond aux besoins de vos métiers. Ok. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'invitation. Je suis vraiment ravi d'être là. Avant de parler de contexte géopolitique qui nous occupe tous, je voudrais revenir quand même un petit peu sur notre démarche. On a décidé, on a eu un projet ambitieux de Move to Cloud, et très vite on a été confronté à des problématiques à régler. Donc évidemment la régulation de nos métiers, on vient d'en parler, c'est évident pour nous. Les data, de la même manière, la classification pour nos données. Rien pour vous dire, pour l'histoire de juridique, tout à l'heure, je crois que on en parlait, on a mis quasiment 1 an à contractualiser. Donc tout ça, ça nous a amené à quoi? Ça nous a amené en fait à développer des modèles hybrides d'architecture qui permettaient de répondre aux besoins de nos clients, des banquiers, mais en même temps qui étaient aussi conformes aux réglementations et à la protection des données. Donc ça s'est relativement bien passé et on a été vraiment challengé quand on est parti chez Google pour de la data, puisque là on s'est retrouvé avec des problématiques du style lutte contre la fraude, du style lutte anti-blanchiment, lutte anti-terrorisme, etc., où en fait on était freiné. On ne pouvait pas utiliser les technologies Google telles qu'on aurait souhaité le faire parce qu'on était contraint. Donc c'est un super terrain de jeu pour les architectes. Hein. On a conçu des solutions hybrides qui permettent en fait de répondre tout en préservant la qualité des données. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'aujourd'hui, et ça fait longtemps, hein, ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'on a mis ça dans notre plan stratégique, on a toujours eu besoin en fait, d'un cloud de confiance sans jamais se l'avouer. Aujourd'hui, en fait, pour nous, l'initiative de Sens, c'est une bonne idée, parce que, et c'est quelque chose qu'on attendait, parce qu'on a toujours ces problématiques à régler. On a aujourd'hui une plateforme data qui est chez Google et qui est un succès. Donc on a envie de continuer à investir, et puis on en a parlé tout à l'heure, hein, on a l'IA qui arrive. Chez nous aussi, évidemment, il y a des tas de use cases, il y a beaucoup d'appétence et c'est normal. On va aller beaucoup plus loin, on va avoir des modèles qui vont être beaucoup plus performants, beaucoup plus intéressants dans tous les métiers de la banque et de l'assurance. Et donc, en fait, on a besoin, on a une vraie appétence de continuer à progresser, continuer à innover. Et dans un environnement Secnum Cloud, c'est quelque chose qui est devenu quelque chose d'incontournable chez nous. On va zoomer maintenant sur le secteur public avec vous, Laurent, pour l'ANS, donc l'Agence du numérique en santé. On le sait, le cloud est aujourd'hui clé pour transformer les agences gouvernementales. Quelles sont vos perspectives concernant l'évolution de votre stratégie pour l'ANS ? Côté agence du numérique en santé, donc un groupement d'intérêt public, le cloud apporte déjà beaucoup de valeur sur notre capacité à pouvoir avoir nos propres tenants pour être capable de gérer nos workloads. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un chemin, c'est un apprentissage. De notre côté, on essaye justement de partir. Donc maintenant, ça fait un peu plus de 3 ans qu'on est vraiment actif sur le cloud et on utilise tout type de cloud, c'est-à-dire cloud public, cloud privé et Secnum Cloud. Il est évident de dire que côté données de santé, en plus on est le régulateur sur le volet HDS, on doit être exemplaire sur la manière dont on a de gérer nos tenants. Et en fait, c'est assez intéressant. Moi, je ne sais pas si vous avez aimé la démo qui a été faite. Il y a toujours un côté touchant à avoir quelque chose de très geek. Donc, je trouve ça assez amusant. Et ce qui est assez intéressant dans le numérique, c'est qu'il y a des choses qu'on ne voit pas forcément. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses que vous pouvez faire ou des choses que vous ne pouvez pas faire. Quand vous devez aller récupérer 2 astronautes de la Station spatiale internationale, vous voyez ceux qui peuvent pas. Quand vous faites du cloud, c'est souvent un peu geek, c'est souvent un peu difficile à aller voir. Et c'est compliqué de savoir ce qu'on est effectivement en mesure de faire. Là, nous, on est dans cet apprentissage, on était sur des couches basses, on est en train de regarder pour être capable de monter sur des services à la fois containerisation, à la fois sur d'autres enjeux, sur l'IA, ou des choses qu'en fait, on ne pouvait pas faire jusque-là. Et
avec cette partie Secnum Cloud et cette partie confiance, on peut se permettre d'aller explorer cette partie-là, ce qu'on n'était pas en mesure de faire avant. Et ça, c'est une valeur qu'on est capable d'aller chercher et qu'on n'était pas capable de faire précédemment. Philippe, je vais me tourner à nouveau vers vous. Thales a pris un engagement avec Sens qui recouvre l'ensemble du groupe, à la fois la DSI et les métiers. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous en dire un peu plus sur la stratégie du groupe Thales en la matière ? Oui, on essaye, enfin, stratégie est un grand mot, c'est surtout un chemin. Hein. C'est un chemin sur lequel on a essayé d'anticiper, donc effectivement en étant early adopter, en prenant les services locaux. C'est un chemin sur lequel on a essayé aussi de se former, ça évolue tellement vite. Donc, Get Certified Google, on vise plus de 1000 ingénieurs qui seront dans ces différents parcours à se former. Il y a du DevOps, il y a du FinOps, ce que l'on fait sur le cloud public, mais qu'il faut qu'on puisse faire sur des données sensibles, donc avec des ingénieurs différents. Donc, essayer, voilà, anticiper, former, et puis maintenant, c'est migrer. Et migrer à la fois des applications, hein, puisqu'on parle à ISIT, donc avec un objectif de migrer cloud ou décommissionner plus de 140 applications par an hein, dans notre univers applicatif, qui certes est vaste, mais voilà, c'est un énorme boulot. Et puis en même temps, voilà, du côté des projets, faire en sorte que nos projets qui ont des données sensibles, eux aussi migrent sur des technologies qui sont permises par le Secnum Cloud. Et au-delà de migrer, je disais c'est un chemin, c'est pour ça que la stratégie, il faut rester humble par rapport à la stratégie, c'est clairement le chemin le plus porteur pour nous, y compris pour aller vers des niveaux de classification de données, au-delà des données sensibles, pour aller vers du diffusion restreinte à terme et être capable, voilà, de gérer des projets d'ingénierie pour nos clients avec une classification et être capable progressivement, et tout le chemin que l'on fait, et qui est en 3 ans, c'est incroyable ce qui a été fait, donc c'est difficile de dire hein, voilà, où est-ce que notre stratégie sera exactement dans 3 ans, mais en revanche, il est très très clair qu'on continuera d'anticiper, de former, de migrer le plus vite possible, et puis d'essayer de continuer à innover et anticiper les vagues suivantes et les services suivants. Laurent, l'ANS a récemment rejoint notre programme d'adoption anticipée, j'en parlais il y a quelques minutes. Quels en sont selon vous les principaux avantages et comment cela contribue-t-il à la préparation de vos équipes à l'adoption de ce cloud de confiance ? Donc, comme je l'évoquais, nous, le point essentiel, c'est un enjeu de maîtrise. Et en fait, on ne peut pas maîtriser ce qu'on ne connaît pas ou ce qu'on ne manipule pas. Aujourd'hui, ces opportunités nouvelles, on a besoin d'aller les tester, on a besoin d'apprendre. On ne sait pas encore comment on va les utiliser. Donc ça fait partie des choses qu'on veut être capable de vraiment éprouver. Aujourd'hui, ces enjeux de maîtrise, ils sont vraiment critiques hein, de notre côté. Quand vous faites le système d'acheminement des appels d'urgence pour les SAMU, vous devez maîtriser le système complet et sur les différents modules que vous mettez en place, on doit comprendre ce qui marche et ce qu'on est capable de proposer qu'on ne savait pas proposer avant. Donc nous, l'enjeu essentiel, c'est apprendre, comprendre des choses qu'on n'était pas en mesure de faire et voir comment est-ce qu'on pourra le mettre en place demain, le cas échéant. Olivier, pour la Massif, donc, quels sont les cas d'usage que vous gérez autour de la data et pourquoi avoir choisi Sens pour ce partenariat ? Alors, en termes de cas d'usage, nous, autour de la data, on est sur des données sensibles de l'entreprise, données de pilotage, avec des données qui sont de plus en plus importantes en termes de volume. Et on en a beaucoup parlé tout au long de la journée, de l'IA de plus en plus présente en termes d'outillage. Donc ça, nos cas d'usage principaux sont là. Pourquoi est-ce qu'on a choisi Sens ? On a coutume de dire à la Massif qu'on aime choisir des partenaires qui nous ressemblent, avec lesquels on peut construire. Et j'en ai encore eu un exemple tout à l'heure, juste avant de venir, c'est avec Yanis, qui vient me parler de comment est-ce qu'on pourrait construire ensemble la valeur du TAM pour la Massif. Aucun partenaire ne nous propose de revoir les conditions d'exécution d'un contrat de TAM. C'est bien là, il n'y a qu'avec Sens qu'on peut faire ça aujourd'hui. Donc c'est ce côté flexible, c'est ce côté co-construction qu'on a trouvé avec Sens qui fait dire aujourd'hui qu'on a fait le bon choix pour avoir notre cloud de confiance demain pour servir encore une fois nos enjeux de souveraineté. Une dernière question, ce sera pour vous, donc Pascal. Vous avez déjà développé, vous en parliez tout à l'heure, au sein du groupe BPCE, donc des compétences, une organisation autour de Google Cloud Platform.
Comment envisagez-vous la transition vers le cloud de confiance de Sens ? Oui, une question très essentielle, puisque comme je l'ai expliqué, on s'est organisé autour de l'adoption du cloud public et on a beaucoup standardisé, automatisé, scripté l'ensemble de nos services cloud. Aujourd'hui, tout est infra as code et donc tout ce travail qui a été fait, qui permet évidemment de garantir des conditions opérationnelles optimales, qui permet aussi évidemment de traiter et d'avoir une performance idéale. On se dit, on a déjà nous fait le choix d'avoir 3 cloud providers, donc déjà c'est pas commun. On se dit, on ne va pas en ramener un 4e, ça va juste être insupportable. La bonne idée qu'a eu Sens, c'est d'avoir un partenaire qui s'appelle Google. Puisque vous me voyez arriver, forcément, comme on a déjà des gens chez nous qui sont compétents, qui sont certifiés, qui maîtrisent les services de GCP, le fait d'adopter Sens va être hyper facile, hyper simplifié. Puisqu'on l'a vu tout à l'heure dans la démo, on change d'univers, on se retrouve avec des services qu'on connaît. Je vais volontairement être simpliste, mais demain, je prends tout ce que j'ai provisionné dans du BigQuery, dans du GKE chez GCP. Selon les cas d'usage, selon les ressources que je veux migrer, je change d'univers et je republie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour nous, ça ne sera pas un frein. Au contraire, je pense qu'en termes de maintien de compétences, mais surtout en termes d'évolution, ça va être quelque chose de très appétant pour nos ingénieurs, puisqu'ils vont avoir quelque part une corde de plus à leur arc, puisqu'ils seront hyper compétents et hyper des experts dans le monde Google, mais en plus, ils pourront s'éclater avec des solutions que Sens mettra à leur disposition. Un grand merci à vous. Merci à tous les 4 et merci Estelle, qui a été parfaite. Voilà, merci encore d'avoir répondu à l'invitation. On arrive à la fin, bientôt à la fin de cet événement très riche. Pour conclure en beauté, j'appelle tout de suite le directeur général adjoint de Thales, Christophe Salomon. Bon, merci pour le conclure en beauté. Ouais, là, je sais qu'on vous avait promis un cocktail dînatoire à 20h45. Donc là, j'ai la lourde tâche de conclure. Je vois qu'on m'alloue 3 minutes royalement. Donc voilà, je vais du coup me limiter, même si j'avais plein de choses à vous dire, je vais me limiter à déjà remercier tous les organisateurs, remercier les équipes Sens et l'équipe d'organisation pour vraiment ce magnifique événement dans ce lieu incroyable. Donc un grand bravo, c'était super, enfin c'était voilà. À la fois les différentes interventions, les keynotes, les vidéos, donc un grand merci pour ça. Merci aux intervenants. Merci à nos partenaires qui sont là, merci à nos amis de Google évidemment et qui parfois ont fait d'ailleurs le chemin depuis l'autre bout du monde. Donc un grand merci, c'est vraiment très heureux de vous avoir là. Donc merci à tous. Moi voilà, quelques mots simplement pour dire, on s'était vu il y a un an. Et il y a un an, on évoquait déjà ce chemin incroyable. Moi c'est un vrai plaisir d'être là, un vrai plaisir de voir pas mal de têtes connues, pas mal de personnes avec lesquelles, au travers de finalement différentes vies professionnelles, on a œuvré, on a même parfois rêvé à ce type d'initiative et à ce type de solution qui arrive aujourd'hui. On faisait tous le constat, moi j'ai été DSI, et j'ai échangé avec de nombreux participants ici, et on se disait, oui, on voit bien, et d'ailleurs Gilles l'a dit, on voit bien que nos systèmes vont peu à peu s'atrophier au bénéfice des hyperscalers. On voit bien que la menace cyber augmente de manière considérable.
On voit bien qu'il est de plus en plus difficile de recruter. On voit bien qu'il y a une sensibilité de plus en plus accrue à la Yes IT et une dépendance de plus en plus forte finalement de l'intégralité de l'entreprise à finalement ce qui restera chez nous. Une pression interne aussi d'utilisateurs qui ne comprennent pas pourquoi on n'y va pas. Mais pourtant, il fallait arriver à combiner finalement la richesse de cette offre qui naissait en dehors de chez nous et la protection de nos données dans un contexte où on n'avait pas forcément confiance dans ceux qui délivraient le service. Et cette équation-là paraissait insoluble. Elle ne l'est plus. Alors on parle de première mondiale, on parle de premier hyperscaler européen, j'aime bien le concept. Et voilà, c'était un rêve, maintenant c'est une réalité, donc c'est une vraie fierté. Moi je voudrais peut-être qu'on félicite les équipes de Sens et de Google qui œuvrent. Moi, je les vois au quotidien, je les vois trimer, je les vois transpirer sur ces affaires-là, parce que c'est pas facile ce qu'ils font. On vous a évoqué côté Google 2000 ingénieurs qui œuvrent, la centaine de personnes chez Sens, et c'est pas que des considérations techniques ou de cybersécurité, c'est aussi des démarches commerciales. Enfin, il y a beaucoup qui est fait. Donc voilà, je crois qu'on peut les applaudir parce que c'est assez extraordinaire. Voilà, si je peux peut-être finir en disant quelques considérations plus personnelles. D'abord, moi je salue la lucidité de l'État français, je le dis sincèrement, parce qu'en 2021, ils ont sorti Secnum Cloud. Alors nous, comme je vous le disais, les DSI, on voyait, mais on n'avait pas vu arriver finalement le contexte géopolitique d'aujourd'hui. Et le contexte géopolitique, il renforce d'autant plus finalement la nécessité d'un référentiel comme Secnum Cloud. Donc vraiment, c'est remarquable. Et cette lucidité-là, j'avais parlé peut-être de naïveté au niveau européen, parce que c'est ce qui me venait l'année dernière quand on avait échangé ensemble. On ne la voit pas partout, en tout cas, cette lucidité. Donc maintenant, cette année, je ne parlerai pas de naïveté, je parlerai peut-être de réveil, avec un contexte géopolitique qui va sûrement amener certains à se dire finalement EUCS, le minimum qu'il nous doit, c'est une garantie de protection contre les lois extraterritoriales. Je crois que ce n'est pas beaucoup demandé. Et j'espère que, et je sais pouvoir compter d'ailleurs sur le soutien de l'État français qui œuvre au quotidien pour faire passer ce message-là. La deuxième chose, c'est que Google, enfin Essence maintenant, cette instanciation particulière de Google, c'est une réalité, on l'a vu de nombreux services, donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais c'est assez extraordinaire, mais aussi des partenaires qui rejoignent, vous l'avez vu, et qui vont délivrer leurs services depuis Google, donc Mistral AI a été cité, c'est aussi une trajectoire, donc beaucoup a été dit sur l'intelligence artificielle, et une trajectoire qui va nous conduire bientôt à bénéficier aussi de Vertex AI et de nombreux autres services qui vont progressivement arriver sur cette offre Sens. Troisième message, et là j'ai une double casquette, moi j'ai une petite schizophrénie parce que bien sûr j'ai une amitié particulière pour Sens, mais j'en suis aussi le client. Et donc quand Philippe témoigne dans la table ronde, finalement du mouvement que Thales opère envers Sens, c'est pas neutre. Enfin vous nous connaissez, vous savez qu'on transige pas beaucoup avec les considérations de cybersécurité et de souveraineté, et pourtant on fait ce mouvement parce qu'on a confiance. On a confiance dans ce que Sens amène et on espère que derrière nous, on en embarquera bien d'autres. Et ce n'est pas un mouvement particulièrement facile, je vous le dis. Et vraiment, on compte aller, on espère aller et on va proposer de nous accompagner dans une démarche qui ira jusqu'au niveau diffusion restreinte autour de nos données. Et alors, ce n'est évidemment pas une décision qui nous appartient à nous seuls, mais au moins on va essayer, parce qu'on pense que Sens et le référentiel Secnum Cloud et l'exigence qui est associée le permettra, et pour nous, ça sera vraiment, on peut dire, un mouvement important. Voilà, donc finalement, pour finir, c'est quoi le voyage maintenant qui reste? Et le voyage, il est double. Le voyage, il est chez nous, il est chez Sens, avec déjà une qualification Secnum Cloud. Alors quand est-ce qu'elle arrive? C'est difficile à dire, parce qu'elle n'est pas qu'à notre main, mais nous, en tout cas, on fait tout en sorte pour que l'audit puisse démarrer en juin. Ce qui rend toujours possible ce qu'on avait annoncé, à savoir une qualification Secnum Cloud au 3e trimestre. Maintenant, la main, elle est bien sûr... en tout cas, la certification, elle est dans la main des auditeurs, et donc on les laissera travailler à partir du mois de juin. Et avec un été donc qui s'annonce studieux pour eux et dont on espère une conclusion heureuse un peu à l'issue de l'été. Voilà. Et donc là, ça c'est la partie du chemin qui nous appartient à nous. L'autre chemin, l'autre morceau du chemin,
bien sûr, il est chez vous, enfin chez tous les clients qui vont nous rejoindre ou qui nous ont déjà rejoints. C'est une démarche qui est longue, je crois que Cyprien l'a dit, cette opération de Move to Cloud, c'est une opération qui se prépare. Donc on a parlé de 9 mois, c'est un accouchement. Et ça se prépare maintenant pour une offre qui va être finalement disponible, qualifiée. Elle est déjà disponible, elle sera qualifiée en plus juste après l'été, on l'espère en tout cas. Donc j'engage vraiment à ce que ce chemin-là, on l'emprunte tout de suite. Et donc finalement, moi c'est un vrai plaisir de pouvoir faire ce voyage de manière collective avec vous. Et je terminerai simplement en souhaitant une longue vie à Sens. Merci beaucoup. Et merci à vous tous d'avoir été aussi attentifs. Et donc vous l'avez compris, maintenant c'est le moment du cocktail dînatoire dans la nef. Très bonne soirée à toutes et à tous.